voudrais qu'on organise le débat autour de 3 temps. Un temps politique assez court, parce qu'on n'est pas là pour parler de politique, un temps sur Bordeaux et un temps sur la France. Alors pour commencer, à l'évidence, il y a en ce moment, on le constate, un moment Juppé. Vous êtes l'homme politique le plus populaire du pays. Vous en êtes même, par dérision, vous-même un peu étonné en disant... vous avez dit, je crois, vous avez le prix de l'humour politique pour avoir dit la preuve qu'on n'est jamais mort en politique, regardez-moi. Ce qui est une façon d'autodérision qui est intéressante. Et dans ce moment Juppé, la question qu'on se pose, c'est comment vous allez gérer cette période qui va nous amener à 2016, la primaire au sein de la droite, puis évidemment 2017. Je voudrais d'abord remercier la Fédération des Travaux Publics, son président et la Tribune, de me donner la chance de m'exprimer devant vous ce matin. Sur la popularité, j'ai tout vécu. J'étais très impopulaire, je le suis moins aujourd'hui. Je me souviens du temps où André Santini disait à propos de mes sondages, à force de descendre, il finira par trouver le pétrole. Donc, ouais. Donc je regarde ça avec un peu de détachement. Vous dire que ça ne fait pas plaisir serait mentir, mais la vie politique est mouvante. On en a l'expérience. Alors comment je veux m'organiser ? Bon, je crois que j'ai dans ma tête un calendrier assez précis. Je veux consacrer cette année 2015 et le début de l'année 2016, comme vous l'avez dit, à co-construire mon projet. J'ai un certain nombre d'orientations, j'ai un certain nombre de priorités, mais je pense qu'il y a un formidable besoin aujourd'hui de parole et d'écoute. Ensuite viendra le temps des primaires, vous l'avez dit, pas trop tard à l'automne 2016, j'espère. Le mois d'octobre me paraîtrait vraiment la date limite. L'enjeu est très clair. Si elles sont ouvertes à 2 ou 3 millions de votants, elles seront ouvertes par définition et j'aurai ma chance. Si elles consistent à rééditer l'élection à la présidence de l'UMP qui a eu lieu il y a quelques mois, ce sera un scénario différent et donc c'est bien la première hypothèse que j'essaye de concrétiser. Et puis ensuite, dans la seconde hypothèse, vous feriez quoi ? Bon, si les primaires sont bidouillées et ne sont pas représentatives, je me présenterai au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, je l'ai déjà dit. Et puis ensuite, il y aura le temps de l'élection. Donc pour terminer sur la partie politique, ce qui semble, notamment dans les milieux économiques, que beaucoup de gens, j'entends en tout cas en discutant avec pas mal de gens, c'est vous êtes une sorte de bouclier anti-FN parce que vous êtes le seul aujourd'hui, je m'explique, vous êtes le seul à droite aujourd'hui à pouvoir faire cette alliance avec le centre. On verra. Moi, je n'ai pas fait de ticket avec François Bayrou. Nous avons eu une divergence totale en 2012 au moment des élections présidentielles. Bon, par ailleurs, nous avons de bonnes relations personnelles, mais là n'est pas la question. Ce que je pense, c'est que dès lors que son positionnement est clair, dès lors qu'il est dans la conquête de l'alternance par rapport au pouvoir actuel, je pense que l'alliance avec ce qu'il représente est incontournable si on veut gagner. Alors voilà, on verra bien comment ça se développe dans les mois qui viennent. Par ailleurs, j'ai utilisé, il n'y a pas très longtemps, une image un peu culinaire en disant qu'à un moment ou à un autre, quand même, dans la vie politique française, il faudra couper les 2 bouts de l'omelette. Il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, et puis il faudra bien que face à l'ampleur des réformes que nous avons à faire, qui vont être des réformes difficiles, qui vont demander vraiment une mobilisation nationale, il y a bien un moment, il faudra essayer de regrouper les forces. Alors pour l'instant, je n'ai pas de mode d'emploi, j'essaye d'être ce que je suis, j'essaye de convaincre un certain nombre de socialistes de ne pas dire trop de bien de moi, parce que ça commence à bien faire. Donc voilà. Essayer de convaincre sur mes convictions. Moi, je me revendique dans la tradition gaulliste. C'est comme ça que je suis venu à la politique. Je suis totalement libéral en économie. Je pense que seule la libre entreprise et l'économie de marché sont créatrices de richesse. On en a fait l'expérience dans le monde et que donc il faut donner de l'air à nos entreprises. Je pense qu'on va y revenir. Hier, c'est vraiment formidable d'aller sur le terrain parce que ça permet un peu de modérer le pessimisme ambiant quand on fait ça de manière globale. J'étais voir une boîte qui a 450 salariés aujourd'hui qui s'appelle Ankama, qui fait du jeu vidéo, qui est un des leaders dans son métier. Le lendemain, je vais voir une boîte qui fait du textile. On fait encore du textile à Lille et en gagnant un peu d'argent, pas beaucoup. Et comme le marché est stable, le patron de cette boîte se dit tiens, je vais me diversifier et il crée une entreprise multimédia qui crée une application Internet qui lui vaut déjà plusieurs dizaines de salariés. Voilà, donc ça fait du bien d'aller sur le terrain et de voir comment les choses se passent en réalité. Donc je suis de ce point de vue libéral, mais en même temps,
J'ai vu là quelque part Jacobin ou Girondin, et hier, j'ai dit très explicitement qu'on a besoin aujourd'hui de reconstruire un État fort qui assure ses missions régaliennes sur un certain nombre de sujets. Voilà un peu comment je me situe. Excellente transition. Alors, deuxième partie de l'entretien que je voulais aborder. Donc, c'est Alain Juppé et Bordeaux. Alain Juppé, le bâtisseur. Alain Juppé, le Girondin, donc. Alors, vous avez dit, oui, vous êtes pour un État fort, mais on a remarqué, je termine juste sur ce point, on a remarqué aussi que, je dirais, le retour d'Alain Juppé s'est fait par Bordeaux, c'est-à-dire par la reconquête s'est faite par le développement d'une grande métropole, une des grandes métropoles françaises. Et chacun s'accorde à reconnaître, toute personne qui va à Bordeaux, que les résultats sont là. C'est-à-dire que c'est une ville embellie, aujourd'hui beaucoup plus moderne et beaucoup plus économiquement, en tout cas, dynamique que ce qu'elle a pu être peut-être il y a quelques années. Qu'est-ce que vous en tirez finalement comme enseignement sur cet aspect? Je veux dire, est-ce qu'on attend beaucoup de l'État? Est-ce que c'est pas aussi dans les grandes métropoles et c'est vrai pour Bordeaux, mais c'est vrai pour il faut le reconnaître, de la plupart des grandes métropoles françaises, ce changement important, profond? D'abord, permettez-moi de dire que, contrairement à l'image que j'ai pu avoir parfois, du technocrate, etc., moi j'ai toujours été un homme de terrain. J'ai commencé ma vie politique dans le 18e arrondissement de Paris, en 1983, que j'ai conquis face à une liste qui était dirigée par M. Jospin, numéro 2, M. Estier, numéro 3, M. Vaillant, et numéro 4, M. Delanoë. C'était pas de la tarte de gagner. Hein. J'ai gagné le 18e, j'y ai travaillé pendant 12 ans, et là aussi on a fait beaucoup de choses. Enfin, la page est tournée. Et puis Bordeaux, qui... pour moi, a pris une place majeure, évidemment, dans mon activité. Je pense, comme vous, qu'aujourd'hui, ça se passe dans les métropoles. Beaucoup de choses se passent dans les métropoles. Pas tout, mais beaucoup de choses. Le monde du 21e siècle est un monde urbain, pardon de cette banalité. Aujourd'hui, déjà, la moitié de la population mondiale vit dans les agglomérations. On pense que ce sera 60, 70, 80% à échéance de la fin du siècle. Donc c'est là que ça se passe. Avec des mégalopoles qui posent des problèmes énormes. Hein. Tout le monde cite Lagos, évidemment, mais il y en a d'autres. Et puis, des métropoles qui restent à taille humaine. Et moi, ce que je veux faire de Bordeaux, c'est ce qu'elle n'est pas encore tout à fait, une métropole de rang européen, qui soit dans la concurrence avec Marseille, Lyon, mais aussi les grandes métropoles européennes qui nous entourent, de Bilbao à Barcelone et beaucoup d'autres. Ça implique que notre ville continue à prendre du poids démographique, parce que la taille critique, ça compte. Aujourd'hui, on est 750 000 habitants. Je suis jumelé avec Los Angeles, avec Madrid, avec Wuhan, etc. Quand j'arrive et que je dis 750 000, je me sens un peu léger. Donc l'objectif, c'est de tangenter le million d'ici 15 ou 20 ans. Et on a pour ça des projets tout à fait considérables dont on peut parler, bien sûr. Ben voilà, alors justement, parce que vous voulez donc attirer 250 000 personnes de plus à Bordeaux. Comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut être attractif, mais ça veut dire aussi gérer cette croissance, des infrastructures, des services nouveaux, des coûts, éventuellement des impôts, ça peut arriver pour financer ces infrastructures. Donc ça veut dire un nouveau grand chantier pour Bordeaux à l'horizon 2020, enfin des années 2020? Ces grands chantiers, ils sont lancés, ils sont en cours. Alors d'abord, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé depuis 20 ans. Chaban a été un très grand maire, 47 ans. 47 ans de mandat. Et donc, les 6 ou 7 dernières années, ça allait plus très bien. Il était fatigué, il était malade. Et la ville s'était vraiment endormie. D'ailleurs, elle s'appelait elle-même la Belle Endormie. On l'a réveillée. Je suis arrivé dans une conjoncture favorable. La ville elle-même était lourdement endettée et avec des taux d'imposition élevés. Mais, ce qu'on appelait la CUB à l'époque, la communauté urbaine de Bordeaux, elle avait de la réserve. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas investi. Chaban, notamment, n'était jamais arrivé à trancher la question métro-tramway. Quand je suis arrivé, j'ai dit on va faire un tramway. Le métro ne me semble pas adapté. Et donc, il y avait de l'argent et on a pu investir fortement. On a construit 45 km de tramway en 10 ans. Moi, je me suis fixé 4 grands objectifs dans le projet de mandature que j'ai proposé après les élections municipales. Premièrement, le logement. Nous avons besoin de loger une population qui n'est pas aujourd'hui toujours bien logée et qui est surtout en croissance. Et là, pour parler de Bordeaux, intramuros, j'ai une chance, c'est que la ville n'est pas finie. J'ai des centaines d'hectares dans les limites de la commune qui sont urbanisables. Deuxièmement, la mobilité.
On a parfois droit le matin sur les radios à quelques alertes embouteillage. Mon premier problème, c'est la rocade, qui n'est pas intégralement à 2 fois 3 voies. Elle va l'être sur les 3/4 du parcours d'ici 2 ans. Il me reste encore à la boucler et une quinzaine de kilomètres à faire depuis l'aéroport jusqu'au pont d'Aquitaine. Et problème, comment on finance? Donc je suis arrivé à faire inscrire ce projet au contrat de plan État-région sans un sou de la région. Ça sera 50 États, 50 villes, 50 métropoles, pardon. Et ça m'inquiète un peu parce que je ne suis pas sûr que l'État suivra. Donc moi, je caresse une autre hypothèse. Ma première idée, c'était l'adossement à ASF qui va jusqu'à l'entrée de la rocade par le nord, Bruxelles à Dignette, bon, donc mise en concurrence. Est-ce que je peux lancer une mise en concurrence pour boucler la rocade avec les 50 km de l'A63 au sud qui ne sont pas encore à 2 fois 3 voies, entre Bordeaux et Salles, pour faire là une concession? Bon, j'essaie d'explorer cette solution. Mais c'est absolument prioritaire pour la non-asphyxie de l'agglomération. Il y avait un autre projet qui était le grand contournement. Aujourd'hui, on travaille sur une autre idée qui serait des barreaux entre les autoroutes qui convergent vers Bordeaux pour les relier entre elles et éviter que les poids lourds en particulier ne se retrouvent sur la rocade de Bordeaux. Donc ça, c'est pour les infrastructures routières. Et puis, on s'est engagé dans une nouvelle phase de notre schéma de tramway ou de TCSP avec plusieurs lignes. Je ne vais pas les détailler ici, il faudrait un plan. Et une grande question qui me préoccupe beaucoup, est-ce que je vais arriver à continuer à faire des tramways? Là, le préfet s'est vu annuler ses arrêtés de déclaration d'utilité publique sur la ligne qui devait démarrer cette année, la ligne D qui dessert le cadran nord-ouest, au motif que c'est pas exactement ça, mais enfin c'est ça qui a subliminalement que le taux de retour sur investissement est insuffisant. Et donc aujourd'hui, le juge administratif s'érige en juge de la rentabilité socio-économique d'un projet. Et donc si on estime que la desserte de l'aéroport, par exemple, qui est ma priorité, aujourd'hui le tramway s'arrête à 5 km de l'aéroport. Pour venir de l'aéroport de Bordeaux au centre-ville, quand c'est les heures de pointe, il faut 1 heure ou 1 heure et demie. Donc il suffit de faire 5 km. Mais je vais avoir beaucoup de difficultés à faire admettre la déclaration d'utilité publique parce qu'on me dit qu'il n'y aura pas une fréquentation suffisante. Le troisième grande priorité, je vous ai dit logement, mobilité. Troisièmement, c'est évidemment l'attractivité économique. Parce que pour cette population qui arrive, il faut d'abord permettre aux entreprises de se développer et en attirer. Et là, on a... Je simplifie aussi parce qu'il y a d'autres secteurs, évidemment, mais 4 grands secteurs prioritaires. Je voudrais rappeler ici, je pense que tout le monde le sait, que Bordeaux est une place aéronautique et spatiale de première grandeur. Il y a Toulouse, mais il y a Bordeaux. Ensuite, il y a le quartier d'affaires que j'ai évoqué, tertiaire supérieur. Le troisième pôle, c'est la filière numérique. On a obtenu le label French Tech et on a un vivier d'entreprises numériques extrêmement dynamique et actif. Et puis, pour aller vite, je ne veux pas oublier, bien sûr, le tourisme, sous toutes ses formes, un tourisme d'affaires, tourisme vitivinicole, mais là on voit l'attractivité du vignoble. Une chose qui s'est développée à Bordeaux, à ma grande stupéfaction, il y a 4 ans, il y avait il y avait des gros paquebots qui arrivaient de l'Atlantique, une trentaine par an, et c'est une clientèle très très intéressante pour la ville, mais sur le fleuve, rien. Aujourd'hui, on est à 7 ou 8 bateaux. J'ai inauguré la semaine dernière un nouveau ponton. Et ce sont des compagnies françaises, américaines, norvégiennes. Une clientèle qui est à 50 à 60% américaine ou chinoise. Pourquoi ils viennent sur ces bateaux? On part de Bordeaux, première escale, Pauillac. Donc le lendemain matin, on est à Margaux, on est à Lafitte, etc. Ensuite, on descend l'estuaire, on remonte la Dordogne, on arrive à Libourne, et puis après, on monte à Saint-Émilion, on va visiter le village et le vignoble. Donc ça a été un succès formidable, et on a une perspective de croissance très importante. Donc le tourisme est aussi pour nous. Voilà, et enfin, dernier grand chantier sur mes 4 priorités de la métropole, évidemment, le développement durable, la haute qualité de vie. Les Bordelais sont obsédés par ça. On veut bien croître, on veut bien grandir, on veut bien devenir européen, mais on veut garder notre qualité de vie. Et donc, qu'est-ce qui nous assure que ces logements nouveaux, ces voies nouvelles ne vont pas gâcher notre vie? Ça m'amène à une transition, ce que vous dites sur le sujet dont on parlera ensemble le 3 avril chez vous, dans votre ville, la Smart City. Terme peut-être pas forcément très accessible pour les Français, mais la ville intelligente, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les capteurs, l'open data qui est assez dynamique à Bordeaux. Est-ce que c'est un moyen
Et puis j'oublie bien sûr dans la mobilité intelligente tout ce qui peut être fait. Vous avez pris vous aussi des initiatives dans ce domaine. Est-ce que ça peut accompagner cette croissance? Est-ce que c'est finalement une des clés de la réussite de la croissance d'une grande ville aujourd'hui? C'est une des clés. Et quand j'ai parlé de mobilité, j'ai parlé d'infrastructures. Même avec des infrastructures nouvelles, on ne réglera pas la difficulté. Et donc il est évident qu'on doit faire aussi de la mobilité intelligente, favoriser le covoiturage, favoriser la fluidité du trafic par toutes les techniques de réseau intelligent. Là, on m'a fait une liste de tout ce que nous faisons dans le domaine de cette démarche de Smart City. Par exemple, on est en train de travailler sur un appel d'offres européen sur la logistique urbaine avec la Poste, la Chambre de commerce, et puis différents autres partenaires locaux. On a un projet de déploiement de portiques Wi-Fi dans l'espace public pour favoriser aussi la connexion sur tous les réseaux. En matière de mobilité, nous développons beaucoup notre système d'information voyageurs sur le réseau actuel. Nous avons notamment attribué à la société Connect Things un marché de déploiement de tags technologie sans contact, NFC. Nous portons aussi le projet Audace qui vise à développer une centrale de mobilité multimodale. Voilà, le projet Indo qui va équiper les véhicules de collecte d'une aide à la navigation tactile, etc., etc. Je vous fais grâce de la suite. Et nous avons en octobre prochain un très grand congrès à Bordeaux qui s'est tenu jusqu'à présent dans des grandes capitales internationales qui s'appelle ITS, International Transport System. On attend 4 à 5 000 congressistes consacré précisément à ces questions de mobilité intelligente. Et nous sommes en train de bâtir des prototypes de mobilité intelligente dans la perspective de ce congrès. Donc vous voyez qu'on est pleinement impliqué dans tout cela. On a aujourd'hui le sentiment, vous en avez parlé, que la France devient un petit peu, le terme a été employé par le président de BPI France, une start-up nation. À l'image de la Silicon Valley. Alors on n'est peut-être pas, évidemment, on n'a pas peut-être le même écosystème ni les mêmes particularités, mais il y a un vent nouveau. Vous parliez de Bordeaux, de la French Tech. D'ailleurs, il y a une dizaine de villes en France qui sont labellisées French Tech, donc tout ne se passe plus, pour revenir sur Jacobin ou Girondin, ne se passe plus à Paris aujourd'hui. Le dynamisme des territoires, et notamment dans cette nouvelle économie qui, étant numérique, n'a pas besoin d'être localisé. Aujourd'hui, on fonctionne en coworking, par mail, par vidéoconférence. Qu'est-ce que le regard que l'homme politique que vous êtes porte finalement sur cette jeunesse entrepreneuriale est-ce que c'est l'espoir de la France de demain? Oui. Bon, si vous me parlez de l'état de la France, je vais commencer par vous dire des choses un peu moroses. Hein, c'est vrai que la croissance est plate. Je commençais par le verre à moitié plein. C'est vrai que le chômage ne diminue pas. C'est vrai que nous n'arrivons pas à réduire nos déficits. On va en reparler sans doute. Mais moi, je reste fondamentalement optimiste. Nous avons des atouts formidables. D'abord, nous sommes toujours la 6e puissance économique du monde. Hein, on a un peu régressé face à la perfide Albion, mais c'est dû à l'évolution de l'euro, plus qu'à autre chose. Et quand on regarde des études prospectives sur les 15 prochaines années, on reste dans le top 14. Alors les autres vont monter, évidemment. Mais bon, on a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de pauvres dans ce pays, hélas. Mais il y a beaucoup d'argent. Il y a eu une épargne très abondante qui ne s'investit pas suffisamment dans le financement de nos entreprises, mais elle existe. On a, je sais que c'est sans doute un sujet qui vous tient à cœur, un atout qui peut-être est en train de s'éroder un peu, qui est la qualité de nos infrastructures. Je peux vous dire que vu du Canada, par exemple, ou du Québec, c'est un atout pour la France. Il faut le conserver, etc. Et puis, on a cette jeunesse formidable qui a l'esprit d'entreprise. C'est ça. On disait souvent que le rêve de tous les jeunes Français, c'était de devenir fonctionnaire. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Ils ont envie de créer. Le modèle français, certes, il est coûteux, 57 et même un peu plus % de dépenses publiques sur le PIB, mais ça dépend comment on compte. Effectivement, si ces prélèvements obligatoires permettent ce modèle que vous décrivez, qui est peut-être plus collectif que celui qu'on voit dans des pays anglo-saxons, est-ce qu'on a finalement à s'en plaindre tant que ça? C'est pas tenable. 57% de la richesse nationale du PIB chaque année en dépenses publiques, c'est pas tenable. Et si on veut alléger les prélèvements, les charges, etc., il faut qu'on réduise la dépense publique. Alors, je ne propose pas le modèle américain. Effectivement, vous avez raison. On ne va pas redescendre à 30%, parce qu'à ce moment-là, il faut payer l'université, il faut payer, etc. Mais entre 30% et 57%, il y a de la marge.
Moi, l'objectif que j'ai en tête, qui est extraordinairement ambitieux, hein, c'est de revenir vers la moyenne européenne, vers 50%. Qui est à peu près le niveau quand vous étiez Premier ministre en 95. Vous disiez déjà qu'on dépensait trop. Voilà, et oui, mais j'ai essayé de réduire les dépenses et j'ai même augmenté les impôts pour diminuer les déficits. Bon, on sait comment ça s'est terminé. Mais voilà, donc mettez-vous bien en tête que passer de 57 à 50, c'est 7 points de PIB, c'est 150 milliards. Donc ça ne se fera pas en 3 mois. On me dit toujours qu'est-ce que vous ferez dans les 3 premiers mois. Ça se fera sur la durée. Mais il faut agir sur la dépense de l'État, il faut agir sur les dépenses des collectivités territoriales, il faut agir évidemment sur les comptes sociaux. On n'échappera pas à un décalage de l'âge légal du départ à la retraite vers 65 ans. Sans ça, les retraites ne pourront plus être payées. Il faudra agir aussi sur l'indemnisation du chômage, il faudra agir sur les dépenses de santé. Juste un petit exemple à propos de la santé. Je recevais il n'y a pas très longtemps le Premier ministre du Québec, là, à Bordeaux, M. Couillard, qui a été longtemps ministre de la Santé, et je lui demandais, mais dans votre système de santé, qui n'est pas si mauvais, quel est le pourcentage de soins en ambulatoire ? Vous arrivez le matin, et puis vous rentrez chez vous le soir, même si c'est une petite opération. Il me dit 60%. En France, on est à 30%, péniblement. Or, c'est d'abord mieux pour le patient, se retrouver chez soi qu'à l'hôpital, et deuxièmement, ça coûte évidemment beaucoup moins cher. Ce qui coûte cher, c'est la nuit d'hospitalisation. Donc voilà des progrès qu'on a à faire, de même qu'on a des progrès à faire dans le générique ou pas. Donc il y a plein de mesures à prendre, et là, je reconnais qu'il y a des moments où il faudra gérer les contradictions. Parce que quand je dis qu'il faut faire des économies sur les fonds publics, ça pose le problème de votre chiffre d'affaires. Et je vois bien aujourd'hui, à la communauté urbaine de Bordeaux, Bordeaux Métropole, face à une réduction drastique des dotations de l'État sur 3 ans et plus, puis toutes sortes d'autres choses qui sont là pas supportables, hein, parce qu'on nous diminue la dotation, mais on nous colle des dépenses supplémentaires. Bon. Eh bien, nous sommes obligés de réduire le budget d'équipement de la métropole de l'ordre de 30% en 2015 par rapport à 2014. Il va falloir trouver d'autres sources de financement, des partenariats publics-privés, même s'ils ont mauvaise réputation, moi j'en ai fait 2, des fonds européens. Il faut absolument que l'Europe, qui n'est pas endettée, investisse dans les infrastructures. Hein. Et le projet Juncker est modeste, même s'il va dans la bonne direction. Donc il faut aller plus loin dans ce sens. La part qui va venir pour la France sera effectivement... c'est 315 milliards affichés, mais pour la France, on est sur 40 milliards. Oui, et puis ces 315 milliards, c'est souvent des prêts de la BEI. Hein. C'est pas toujours de l'argent frais. Hein. Vous avez créé à Bordeaux une initiative participative qui s'appelle jeparticipebordeaux.fr. Est-ce que ça peut se faire au niveau de la France, ce sujet-là ? Vous parliez de co-construire. Et alors, on se voit tout de suite la contradiction. Vous n'avez pas que des bonnes nouvelles à annoncer, plutôt des efforts à promettre. Et les gens en font depuis déjà des années des efforts. Alors, ils ont parfois du mal à comprendre pourquoi ça dure, et ça dure, et ça dure encore. Comment finalement co-construire un projet quand on est dans la situation où on est aujourd'hui? Ou est-ce que ça a changé? Parce qu'on peut aussi se dire ça, on sent aussi que les esprits dans l'opinion sont mûrs quand même pour qu'on bouge. Co-construire, c'est assez facile au niveau local et on fait tout ça. Tous les maires font ça. Moi, j'ai des conseils de quartier, des commissions permanentes, des plateformes collaboratives. Bon, on essaye d'associer au maximum les gens à la prise de décision. Et moi, je vois la différence en 20 ans. Hein, quand j'étais élu en 95, je ne faisais pas comme je fais aujourd'hui. Hein. Je suis toujours le même exemple. Un jour, je vois une halle un peu délabrée. Je dis, tiens, je vais refaire ça. Je lance un marché, je choisis un architecte et paf, c'est parti. Aujourd'hui, quand j'avais fait la même chose avec Aldédo, cher Henri Cassou, j'ai 2 ans de concertation avec les riverains pour savoir qu'est-ce que vous voulez y faire dedans. Et je finis par faire quelque chose qui n'était pas bonne idée. Moi, je voulais garder la grande halle centrale qui est magnifique. Enfin, je vous passe les détails. Et il dit non, on veut des salles de réunion. On fait des salles de réunion, donc on construit. Ça marche bien. Et finalement, c'est plus efficace parce qu'après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Je mets même, moi, maintenant, dans les jurys d'architecture, des représentants des associations de quartier pour qu'ils puissent vérifier que le projet est bien conforme à ce qu'ils attendent. Comment on transfère ça au niveau national ? Comment on fait de la démocratie participative, pour prendre un terme qui a fait Flores au niveau national, c'est plus compliqué. Et je pense que les outils numériques nous serviront beaucoup, mais c'est un enjeu redoutable. Vous avez là-dessus déjà quelques pistes, justement, sur les moyens d'une plateforme le numérique. Alain Juppé, je participe, alainjuppé.fr. Ça y est, ça existe déjà. Ça s'appelle AGI pour la France. Et donc, j'ai lancé, par exemple, un débat sur l'éducation.
Tout à l'heure, là, vous me parliez j'évoquais moi-même les grands chantiers sur lesquels je travaille. Je travaille sur 4 grands chantiers. Comment redonner de l'air à ceux qui travaillent, qui investissent, qui créent, qui innovent en France. Maintenant, je me suis trouvé un maître à penser, c'est Georges Pompidou. On m'a ressorti une de ses citations qui est d'une actualité brûlante. N'emmerdez pas les Français. Voilà. Donc ça, c'est le premier essai. Deuxième grand chantier, et c'est pas contradictoire, reconstruire un État efficace sur ses fonctions régaliennes. Troisième grand chantier, c'est essayer de réconcilier les Français avec l'idée européenne. Alors ça, putain, hein, il y a du boulot. Et puis le quatrième grand chantier, c'est ce que j'appelle la mère des réformes, l'éducation. Parce que tout passe par là. Formation de nos jeunes, leur préparation à la vie du travail, la transmission des valeurs communes, la cohésion sociale, l'ascenseur social, l'égalité sociale, tout passe par la réforme de l'éducation et je travaille à tout cela. Voilà, donc j'ai mis je boucle avec la question que vous me posiez, j'ai mis en ligne sur mon site un certain nombre de textes sur la réforme de l'éducation et là j'ai reçu plusieurs centaines de contributions. Donc j'ai des groupes de travail à Paris qui travaillent là-dessus, j'ai la plateforme qui me fait remonter des propositions et puis quand je me déplace, j'essaye d'aller voir aussi des acteurs du système éducatif. Quel jugement portez-vous sur celles qui sont menées actuellement par François Hollande et l'équipe? Est-ce que vous trouvez qu'avec Macron et sa loi, on fait un pas dans la bonne direction C'est l'amateurisme intégral. Ouais. Enfin, c'est sidérant. Hein. Toutes ces réformes sont préparées dans des conditions aberrantes. Il faut voir d'où vient la loi Macron. Monsieur Montebourg, on va rendre 6 milliards de pouvoir d'achat aux Français. Qu'est-ce qu'il en reste ? Bon. Et puis, on se lance dans une réforme qui pouvait comporter des aspects sympathiques, sans aucune concertation préalable. Moyennant quoi, les notaires, qui sont des gens tranquilles, descendent dans la rue. Donc, voilà, c'est pas comme ça que ça se prépare une bonne réforme. Alors que dans le texte final, qui n'est pas encore définitivement adopté, on verra ce que fait le Sénat, il y ait quelques percées intéressantes, oui. Je pense notamment, je ne sais pas comment ça s'appelle, la barémisation là, des décisions des prud'hommes. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Bon. Il y a aussi une amélioration de la taxation de l'actionnariat salarié, qui était une bonne idée. Mais enfin, ça donnait lieu quand même. Et la libéralisation de certaines professions, le permis de conduire, tout ce qui redonne un peu de vie à des secteurs économiques qui étaient un petit peu fossilisés, quoi. Ça prouve que là, il y a encore du travail à faire dans les esprits. Parce que vous parlez du permis de conduire, ça m'a un peu choqué, je dois dire. Hein. On sait que ça ne marche pas. Que quand vous ratez une première fois, il faut attendre parfois 6 mois pour avoir un deuxième rendez-vous. Donc on ouvre un peu le corps d'inspecteurs, si je puis dire, et les auto-écoles se foutent en grève. Alors là, il y a quand même, ça prouve encore que mon optimisme est un peu excessif. On veut bouger on veut bouger 2-3 curseurs sur les notaires ou sur d'autres. Il y a des menaces. Enfin, et la droite sur ce sujet-là, je ne parle pas de vous, mais la droite sur ce sujet-là n'a pas été très claire. Elle a plutôt été du côté des conservateurs que des rénovateurs. Oui, mais il y a d'autres réformes qui sont très mal préparées. La réforme de Mme Touraine aujourd'hui, par exemple, sur les professions de santé. Elle a réussi. Alors, moi, j'ai une certaine expérience avec les médecins. Je le reconnais. C'est pas facile, mais enfin, quand même, hein, le tiers payant est une mauvaise réforme. Hein. Tous les médecins vous diront que la gratuité génère la surconsommation. Donc, deuxièmement, ça va obliger les médecins à passer une grande partie de leur temps à faire du papier, alors qu'il vaudrait mieux qu'ils le consacrent à leurs patients. Dans cette réforme, on diminue aussi de 2,5% les tarifs des cliniques privées et de 1% celui de l'hôpital public. Pourquoi ? On a besoin de cliniques privées, qui sont souvent très bien équipées en plateaux techniques excellents et qui ont une productivité supérieure parfois à l'hôpital. Alors ça s'explique parfois par la recherche, etc., tout ce qu'on voudra. Mais on a besoin de cette complémentarité. Donc voilà une deuxième réforme qui n'est pas bien faite. Et la troisième réforme, voilà, qui est absolument ahurissante, c'est la réforme territoriale. On va demander aux gens de voter dimanche prochain pour des conseillers départementaux dont on ne connaît pas les compétences. Et en tout cas, la seule certitude qu'on a, c'est que la réforme région-département, ça va être plus compliqué, ça va coûter plus cher. Vous voyez que je ne suis pas très tendre avec le gouvernement. Dernière question, et je donne la parole à la salle. C'est une question bonus. On n'a pas énormément parlé des impôts, mais vous l'avez esquissé un moment. C'est vrai que vous avez eu le courage, quand il le fallait pour se qualifier à l'euro, d'augmenter les impôts. Finalement, sur le sujet des impôts, vous avez eu une histoire un peu... j'allais dire chaotique. Vous êtes le ministre du Budget qui a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes. Ah, merci de vous en souvenir. Vous êtes le seul. Vous êtes le seul. Mais, attendez la suite. Mais vous êtes aussi je la connais. Le Premier ministre qui a déplafonné l'ISF. Et dit-on, alors c'était au moment du passage à l'euro, peut-être c'était une maladresse, ça a été l'un des
éléments déclencheurs d'un exil fiscal d'une certaine fortune. Aujourd'hui, on a un président de l'UMP qui dit qu'il voudrait supprimer l'ISF s'il était élu en 2017. Est-ce que vous le referiez? Vous referiez ce que vous avez fait en 86? Ou est-ce que vous considérez que c'est un sujet quand même délicat? Il y a des écarts de richesse qui sont aggravés par la crise. Comment on traite et on adresse cette question? Écoutez, prouve que la pédagogie, c'est la répétition. Hein. Parce que j'ai dit ça bien avant le président de l'UMP. Alors je ne reviens pas sur le passé, on l'a abrogé en 86, en 95, dans un contexte qui était déjà un contexte du trou de la Sécu. Hein. Ça existait. Et le gouverneur de la Banque de France était dans mon antichambre tous les jours, c'était triché, pour me dire, si vous ne faites pas des choses fortes, le franc dévisse. Hein. Donc voilà, je ne reviens pas, c'est l'histoire ancienne, et j'ai fait une bêtise, c'est vrai, en le déplafonnant. Aujourd'hui, quelles sont, me semble-t-il, les priorités pour redonner de l'oxygène à nos entreprises? Moi, ce qui me frappe beaucoup quand je discute avec des patrons, c'est qu'ils me disent, oui, bien sûr, les charges. Bien sûr, les charges. Mais enfin, on a fait des choses dans ce domaine. Hein. Hier, les entrepreneurs que je rencontrais dans le Nord me disaient le crédit impôt recherche, c'est intelligent. Et ça marche. C'est en général accompagné d'une vérification fiscale approfondie. Enfin bon, ça c'est Bercy. Deuxièmement, même pour les entreprises d'emploi peu qualifiés, je constate que le CICE n'est pas si mal accueilli que ça. Hein, et donne un peu d'oxygène, même s'il se contente de compenser des impôts supplémentaires. Donc voilà, il y a les charges, incontestablement, et il faudra les alléger. Mais le message que je reçois prioritairement, c'est ce qui nous paralyse, ce sont les normes. C'est les réglementations, c'est les contrôles, c'est le code du travail, c'est le marché du travail. Il faut remettre de la fluidité parce qu'on n'embauche pas avec la conviction que si on veut licencier, c'est la croix et la galère. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le contrat de travail pour y introduire ce fameux thème qu'on évoque souvent de la flexi-sécurité, c'est-à-dire plus de flexibilité pour l'entreprise sans diminuer trop la sécurité. Moi j'avais une idée que je vais essayer de tester avec des spécialistes parce que ce sont des questions très, très pointues. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux définir dans le contrat de travail les conditions de sa résolution, hein, comment on fait à la fin, combien ça coûte, hein, pour ne pas s'en remettre exclusivement au prud'homme dont on connaît ensuite les dérives. Donc voilà, moi je me focalise sur cette question de la simplification. On me dit c'est très simple, il n'y a qu'à prendre le code du travail suisse et le recopier, comme ça sera plus léger. On va voir, je demande à voir quand même, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et puis donc les charges, les normes et les financements. Or aujourd'hui, moi ce qui me frappe, c'est que sur les 10 000 milliards, je crois que c'est le chiffre de patrimoine français, on a beaucoup d'argent en France. Hein. Les 2/3 vont dans l'investissement immobilier. Et très peu dans le financement de nos entreprises. Or, les entreprises, je ne parle pas des grandes qui ont accès au marché, etc., mais nos PME, ce qu'elles recherchent, c'est certes de l'aide des banques, mais des fonds propres. Hein, des capitaux propres qui leur permettent de renforcer leur haut de bilan. Et donc je pense qu'il faut réorienter l'épargne française vers le financement des PME et des ETI françaises. Et ça passe par l'épargne populaire, l'épargne salariale, et aussi par les fonds d'investissement, par les business angels. Et de ce point de vue, je considère que l'impôt sur la fortune est totalement dissuasif et totalement contre-productif. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait l'abroger. C'est difficile parce que, bon, le symbole, mais je pense justement c'est 5 milliards quand même. Pardon ? C'est surtout un impôt sur l'immobilier, hein. C'est 5 milliards. C'est 5 milliards, mais si vous vous laissez enfermer complètement dans le raisonnement, vous ne ferez rien. D'abord, il faudra faire des économies. Hein, pour financer des baisses d'impôts, je l'ai dit, hein, sur tous les chapitres. Et deuxièmement, est-ce que oui ou non, on est capable aujourd'hui de relancer la croissance en France, hein, de retrouver, signal, en fait, de retrouver de l'activité. C'est un signal fort que vous voulez envoyer. On ne réduira pas les déficits et on n'allègera pas les impôts en situation de croissance zéro. Pas possible. Hein. D'ailleurs, on l'a vu, on augmente les taux d'impôt et l'impôt ne rentre pas. Donc il faut redémarrer l'activité si on veut rééquilibrer les choses. Et redémarrer l'activité, aujourd'hui, ça dépend des secteurs, il y en a où ça se passe pas si mal, mais c'est le déficit de confiance. Et pourquoi il n'y a pas de confiance ? Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Ça change tous les 6 mois, on ne sait pas où on va. Il faut qu'on donne une direction claire sur le moyen terme, sur les 4 ou 5 ans qui viennent. Et je pense que si on fait ça, on peut réamorcer la pompe et recréer la confiance. Et de ce point de vue, je pense que la mesure symbolique sur l'ISF peut faire revenir une partie de la confiance des investisseurs.
Merci beaucoup Alain Juppé. Dernière question, et je passe les micros le temps qu'ils arrivent dans la salle pour un bon quart d'heure de questions. Qu'est-ce qui vous différencie le plus de Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? Oh, c'est très simple, regardez-nous. Ouais.